Bonjour, peut-être faites-vous partie de ces salariés à qui leur entreprise propose une épargne salariale. Plus de 9 millions de salariés en bénéficient en France. Ce système d'épargne collectif mis en place dans certaines entreprises permet de placer tout ou partie de son intéressement ou de sa participation dans un produit d'épargne proposé par l'entreprise. Alors que penser de cette épargne salariale? Quels sont les avantages pour le chef d'entreprise et pour les salariés? Est-ce vraiment le rôle d'une entreprise d'aider ses salariés à épargner? Messieurs, bonjour à tous les deux. Une fois encore, bonjour Joseph, bonjour Jean-Eudes. Bonjour. Voilà, une fois encore, j'ai besoin de vos lumières pour débattre de ce sujet. Joseph Tounel, c'est à vous que je pose la première question. Qui a droit aujourd'hui à l'épargne salariale? Des salariés dans certaines entreprises. Alors on peut dire qu'il y a deux grands types, l'intéressement et la participation. La participation, c'est obligatoire pour les entreprises qui font des bénéfices à partir de 50 salariés. Et l'intéressement, ça, c'est par accord non obligatoire que ça peut se construire. La question d'origine, c'était est-ce que c'est normal que les entreprises épargnent pour les salariés? S'il est normal que les entreprises payent leurs salariés, après, cette épargne, c'est un salaire qu'on peut peut-être appeler un salaire différé. Mais ça fait partie du système de rémunération qui est intéressant à la fois pour les salariés et pour les entreprises, pour deux raisons majeures. La première, c'est une fiscalité qui est quand même intéressante. Et la deuxième raison majeure, c'est qu'en permettant d'avoir une épargne, donc un salaire différé, on s'aperçoit que quand les entreprises ont des vies un peu différentes, ça peut aller mieux, eh bien dans les périodes de basse eau, où l'entreprise qui a fait des bénéfices n'en fait plus, pouvoir utiliser l'épargne salariale, c'est pas innocent et c'est pas mal. Ça permet de gommer des pics de difficultés. Parce que le salarié, à un moment donné, il a eu son épargne bloquée pendant 5 ans. Il peut en avoir une partie. Donc c'est un peu aussi une poire pour la soif. Et je crois qu'on ne voit pas assez pour le salarié, l'intérêt. on est d'accord. Et donc pour l'entreprise. l'entreprise. Parce que dans ces cas-là, le salarié ira moins demander des augmentations de salaire pour deux raisons. S'il a conscience que l'entreprise n'a pas fait de bénéfices ou très peu. Et dans le même temps, il a sa poire pour la soif. C'est assez intelligent comme système. Alors, Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec Joseph Tounel? L'épargne salariale, c'est une bonne chose? C'est un produit, c'est une bonne chose, mais il faut le regarder aussi en face. C'est-à-dire que c'est d'abord une mesure fiscale incitative pour favoriser l'épargne des salariés. Pour les deux parties, en l'occurrence. Oui, mais c'est un peu à cliquer. C'est-à-dire le produit de la participation et de l'intéressement, étant prévus par la loi, ne sont pas disponibles immédiatement. Et pour garder l'argent au chaud, c'est-à-dire une gestion en bon père de famille, on propose un dispositif d'épargne collectif avec une gestion commune de cette épargne qui est proposée donc aux salariés. Et c'est bien leur argent qui est épargné. Il y a quelque chose dont Joseph n'a pas parlé, mais parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il y pense forcément, c'est l'abondement par l'entreprise dans ces dispositifs qui vient en plus de l'intéressement et de la participation qui sont légaux, par accord d'entreprise. On peut prévoir que l'entreprise abonde à côté de l'accompagne son salarié dans l'alimentation de son épargne. Ça, c'est une façon d'inciter le salarié à épargner. Ou c'est un moyen de rémunérer sans payer de charges sociales. C'est exonéré d'impôts dans certaines conditions. Mais c'est du même ordre que les chèques repas, que les titres repas, ou que d'autres dispositifs de rémunération. Alors, je ne vais pas dire déguisé, parce que ça ne l'est pas réellement, mais c'est un autre type de rémunération qui coûte moins cher à l'entreprise. Et c'est au-delà de cette disposition, je dirais, d'avantage de cotisation, c'est quand même le signe que l'entreprise accompagne son salarié dans sa vie au même titre que la conciergerie d'entreprise ou d'autres dispositifs. Donc ce serait plutôt positif. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, simplement que ça aurait pu être un dispositif de fidélisation des salariés. Et là, ça pourrait être un retour au paternalisme du XIXe siècle. Sans dénoncer. Mais comme l'épargne salariale est transférable d'un plan d'entreprise vers le plan d'une autre entreprise,
c'est pas vraiment C'est une pas tout à garantie de fait ça. fidélité du salarié. On a parlé d'intéressement, on a parlé de participation. Il y a d'autres produits d'épargne proposés par l'entreprise. Derrière l'intéressement, donc si on a des objectifs, s'ils sont réalisés, il y a des sommes, ça a été négocié. La participation, c'est un mode de calcul trop complexe et absolument obsolète qu'il faudrait revoir parce qu'il est injuste. Mais bon, voilà, tous les salariés l'ont à partir de 50. Pourquoi est-ce qu'il est injuste? Parce qu'il a été fait à une époque où les règles fiscales n'étaient pas les mêmes, et notamment dans le calcul de la participation, il y a une division par deux qui n'a aucune raison d'être, si ce n'est au détriment des salariés. Ce n'est pas le patronat méchant qui l'a voulu, hein. C'est comme ça, mais jusqu'ici, ça ne bouge pas. Puis il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, par exemple, une société qui est condamnée en justice pénalement, je ne vois pas pourquoi les amendes pénales viendraient être en déduction de la participation des salariés, que les actionnaires assument le fait qu'ils ont nommé de mauvais dirigeants. Voilà, on pourrait faire évoluer un peu les choses. On a à la CFTC quelques propositions en la matière. Mais derrière, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est par où passe cette épargne. Et il me semble qu'il faut qu'on accélère le fait que cette épargne, qui est l'argent des entreprises et des salariés, eh bien, elle aille dans le tissu pour les entreprises et les salariés. C'est-à-dire qu'il est important que cette épargne n'aille pas augmenter encore la volatilité des marchés financiers, mais puisse aller dans l'économie réelle. Ce que vous dites, c'est que c'est l'entreprise qui choisit ses produits d'épargne. Elle doit choisir des produits qui sont... Non. C'est quoi? C'est qui d'ailleurs? Qui choisit? Non, c'est choisi entre les directions et les syndicats. D'accord, donc il y a une Oui, il y a des plans d'épargne entreprise, il y a des PERCO. Le PERCO, c'est pour la retraite. Enfin, il y a des outils qui sont intelligents. Et moi, je crois qu'il faut... Parce qu'il y a des masses qui sont quand même considérables, qu'il faut qu'on travaille plus sur comment ces masses considérables vont dans l'économie réelle pour aider à l'économie réelle. Joseph, il existe des produits proposés par les entreprises qui vont dans des fonds solidaires, avec des rendements moindres. Oui. Enfin, il y a des choses, c'est ce dont vous parlez. Oui, il y a également toute organisation syndicale, à exception d'une. On a monté un CIES qui s'occupe de l'épargne salariale, où on labellise des produits d'épargne salariale. Et maintenant, on labellise dans toutes les grandes institutions financières, nous font labelliser plusieurs produits. Sous quels critères, par exemple? On a des critères à la fois de bonne gestion, évidemment, parce que là, on est des gestionnaires, mais on a des critères aussi qui sont justement, cet argent va servir à quoi? Dans quel cadre? Comment? Quelle est la gouvernance? Est-ce que les salariés, on voit au chapitre, dans la gouvernance de ces fonds ou pas? Est-ce que ça va être utilisé dans tel ou tel cadre? Et c'est très intéressant. Et je crois qu'il faut développer cette économie, qui est une économie qui peut être solidaire, mais qui peut être aussi efficace pour le bien commun et pour le tissu productif français. Jean-Eudes. Je crois que c'est vraiment important la façon dont ces fonds sont utilisés. Je rejoins complètement Joseph. Et il serait bon, mais la loi prévoit quand même de cadrer l'utilisation de ces fonds, des produits. Mais si on va jusqu'au bout de cette logique en disant ça doit être investi dans de l'économie de proximité, dans des petites entreprises pour développer un territoire, par exemple, ce qui serait formidable, il faut faire quand même un peu de pédagogie. Et là, il y a une question de culture. Parce que qui dit investissement dans des petites entreprises dit aussi prise de risque. On n'est plus dans des fonds avec une rémunération minimum garantie, etc. Mais si les salariés, par leurs fonds, investissent dans une entreprise à risque, mais comme toutes les entreprises, à risque, avec un projet et que finalement, intéressant. Oui, mais si ça se passe mal, et que finalement, ils perdent la totalité de leur épargne, ça va faire un peu gloops. C'est-à-dire que l'entreprise doit leur garantir une certaine... Non, justement, il faut simplement... Qui récupèrent leur capital? Non, mais c'est rentrer dans une culture d'entrepreneur en se disant, j'investis, mon capital va fructifier, mais je peux aussi tout perdre. C'est ce que fait chaque entrepreneur lorsqu'il investit son patrimoine dans son entreprise. Sauf que là, on amène des sécurités intelligemment, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, et on peut investir une partie de cette épargne sur un risque plus important, et une autre partie de cette épargne, la sécuriser. Évidemment, je pense que personne ne veut qu'il se passe en France ce qui s'est passé avec Maxwell, vous savez, Maxwell, milliardaire, qui est passé par-dessus bord de son yacht. Alors, on ne sait pas s'il est passé tout seul ou si on l'a un peu aidé. Enfin, en tout cas, quand il a disparu en mer, on a fait l'état du conglomérat Maxwell, et on s'est rendu compte que c'était la faillite complète. Et les salariés de Maxwell, parce que c'est le système anglo-saxon, ça ne pourrait pas être notre système,
qui avaient mis leur épargne tout dans l'entreprise. Le même jour, ils ont perdu leur emploi, leur épargne et leur retraite. Et leur patron. Et accessoirement leur patron, c'est vrai. Bien aimé. Et bien aimé, je ne sais pas. Ça, Alors, il faudra demander. heureusement, en France, on a cadré les choses. On travaille beaucoup. On a l'impression que c'est toujours la guerre syndicat-patronat. Sur des sujets comme ceux-là, on avance beaucoup ensemble. On va présenter les choses au pouvoir public, on arrive à avancer. Donc, on a sécurisé quand même le système, Oui. ce qui est normal. Mais c'est pour ça que je parlais de culture. En sécurisant, on laisse entendre aux salariés que l'investissement dans une entreprise, de toute façon, c'est garanti C'est et zéro qu'il n'y a pas de risque. risque. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas confrontés justement à ce risque grâce aux sécurités. Et c'est tant mieux, je ne le remets pas en cause des sécurités, mais simplement, il y a une limite dans l'entrepreneuriat qui est proposé aux salariés à travers l'utilisation de cette épargne. Mais bon, on l'a quand même entendu, ça peut être une façon de supporter une œuvre, une cause, voilà. sûr. Ah bah Donc oui. ça peut faire de cette communauté d'hommes et de femmes qu'est l'entreprise une communauté avec une œuvre, un objectif, un projet d'entreprise. Oui, mais à condition de fédérer autour du projet. Donc ça, c'est le travail du patron, en l'occurrence du chef d'entreprise, Ah de bah dire voilà, non. on vous propose, Pas ou des seul. syndicats, Bah oui. c'est un dialogue commun Ouais, pour proposer. c'est le travail de tous, c'est ça Ouais. qui est intéressant. Mais c'est rare qu'on entende dans une entreprise ces deux voix, veut dire voilà les produits qu'on vous propose et voilà pourquoi on vous les propose. Enfin, c'est peut-être rare, mais enfin, mon expérience d'entreprise, j'en ai quand même, ouais, ça s'est toujours passé comme ça, ou presque. D'accord, avec un vrai. Parce qu'on travaillait intelligemment. Enfin, c'est le bien commun, c'est l'intérêt de tout le monde. L'intérêt de l'entreprise, c'est que ce soit bien géré, que les salariés soient contents. L'intérêt des salariés, c'est que ce soit bien géré et d'être content. Et en plus, on peut amener les choses en disant, mais ça doit servir un peu au-delà. Il faut aussi irriguer l'économie nationale parce que c'est vos propres emplois, ceux de vos proches et de vos enfants que vous êtes en train aussi de financer. Donc il n'y a que des choses positives à cette épargne salariale en entreprise ? Je ne vois pas beaucoup d'inconvénients. Les limites, c'est la façon dont c'est géré. C'est-à-dire que là aussi, il faut mettre en place une gouvernance, mais comme partout, si la gestion de l'épargne salariale est confiée totalement à un tiers, il y a quelque chose de la responsabilité diluée qui se passe, avec les risques qu'on peut imaginer. Mais je voulais dire en complément de ce qu'a dit Joseph, c'est que de toute façon, si cette question du sens de l'investissement, de la vision, doit être donnée à ceux qui vont placer leur épargne, dans n'importe quelle entreprise, simplement par le fait que quelqu'un vient y travailler, on lui doit aussi ce partage de la vision. Joseph, un mot pour la fin ? Oui, mais ça veut dire que la communauté de travail, les salariés doivent s'intéresser à comment est gérée leur épargne d'entreprise, avec les organisations syndicales, mais regardez le pourquoi du comment. C'est la responsabilité de chacun. Être vigilant, responsable. Merci à tous les deux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.